3 millions d'euros pour lutter contre le frelon asiatique qui attaque les abeilles domestiques. C'est le nouveau plan du gouvernement français, lancé le 1er mai dernier. Il permet de soutenir apiculteurs et collectivités en les aidant à protéger les ruches et en piégeant les frelons. Comment ces mesures ont-elles été accueillies dans la région? Quelles sont les autres menaces auxquelles doivent faire face les abeilles? Et aujourd'hui, comment se portent les pollinisateurs des Hauts-de-France par rapport à d'autres régions françaises? Avec La Voix du Nord, nous vous proposons de creuser ces questions dans cette émission spéciale Comme une planète pour comprendre les spécificités des abeilles de notre territoire et voir comment chacun peut agir pour mieux les protéger. Cette émission sera co-animée avec Raphaël Remande de La Voix du Nord. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Et nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Hébert, apiculteur professionnel à Wamil, près de Bergues, adhérent de l'ADA Hauts-de-France, association de développement de l'apiculture et secrétaire de l'association Miel des Hauts-de-France, organisme de défense et de gestion de l'IGP, Miel de Tilleul de Picardie. Bonjour Mathieu Hébert. Bonjour. Et puis Emmanuel Leveugle, président de la commission environnement à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France et ancien apiculteur amateur près de Cambrai. Bonjour Emmanuel Leveugle. Bonjour aussi. Raphaël, si le gouvernement français a souhaité donner un coup de pouce financier pour la protection des abeilles, c'est qu'il y a urgence. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effondrement silencieux. Dans les jardins, dans les campagnes, on entend de moins en moins de bourdonnements. Et pour cause, en 30 ans, en Europe, 75% de la biomasse des insectes a disparu. Alors les causes sont multiples, disparition des habitats, pesticides, urbanisation, changement climatique, espèces envahissantes. On pense évidemment aux fameux frelons asiatiques. Et cette disparition des insectes est une menace pour nous. Selon l'ONU, 84% des récoltes destinées à notre consommation de nourriture dépend des insectes pollinisateurs, parmi lesquels 90% sont les abeilles. Alors ça, c'est un chiffre de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement. Bref, leur rôle est essentiel. Alors qu'on fête la journée des abeilles cette semaine, c'est l'occasion de se demander comment elles vont dans notre région, qui est, on le sait, à la fois agricole et fortement urbanisée. Les pouvoirs publics se donnent-ils les moyens? Que peut faire le monde agricole, mais aussi les apiculteurs et puis nous-mêmes, consommateurs? Bref, comment aider, voire sauver les abeilles? D'abord sur ce chiffre, 90% des abeilles domestiques seraient les principaux pollinisateurs. Emmanuel Leveugle, est-ce que ce sont des chiffres avec lesquels que vous partagez? Alors, on a regardé par rapport à ça et recherché, on va dire, quels sont les visiteurs des fleurs, pratiquement, sur le sujet. Et en fin de compte, il y a une sorte, c'est relativement cosmopolite, puisque nous avons à la fois, on va dire, tout ce qui concerne des diptères pour 34%, donc c'est tout ce qui concerne les mouches, les cirfes, les moustiques, les tans et les moucherons. Après ça, vous avez les hyménoptères, c'est là où on a, on va dire, les abeilles et les guêpes. Ensuite, des coléoptères et, on va dire, les papillons, les hyménoptères. Donc ça, vous avez déjà cet élément. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15%, on va dire, des abeilles, représentent l'ensemble, on va dire, de la mise en place, on va dire, de la pollinisation. C'est seulement que 15%. Alors, ça n'a rien à voir avec les chiffres de l'ANSES, alors? Les abeilles domestiques. Comment expliquez-vous ce décalage avec l'ANSES? Eh bien, on va dire, je ne peux pas dire, on va dire exactement, tout dépend, on va dire, comment fonctionne, on va dire, et comment est qualifiée, on va dire, la recherche des informations. Mais c'est vraiment, ça, c'est l'observatoire, le SPICPOL, qui vraiment a repris l'ensemble des éléments et donc que je viens vous délivrer. Et c'est au niveau national ou au niveau régional? Au niveau national. Au niveau national. Mathieu Hébert, alors vous êtes apiculteur professionnel avec un cheptel de 350 ruches en Flandre et dans l'Aisne. Vous, sur le terrain, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'abeilles on rencontre et est-ce que le déclin est une réalité? Le déclin de leur population. Le déclin des insectes en général, oui, il est tout à fait documenté. Il y a plein de publications que vous trouverez sur le musée d'histoire naturelle ou sur l'INRAE, par exemple, qui diffuse pas mal de données grand public qui sont tout à fait accessibles. Donc l'INRAE, c'est l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. Donc, c'est l'ancienne INRA, qui s'appelle INRAE maintenant. Et c'est pas mal de données que vous retrouverez facilement. Il y a beaucoup de publications dans la presse généraliste aussi qui en rendent compte, quoi. Ouais. Mais vous, sur le terrain, comment vous le constatez, ce déclin? Alors,
Sur le terrain, moi, je vois beaucoup d'abeilles parce que j'ai les mains dedans tous les jours. Et ce sont des abeilles à miel, des abeilles domestiques, des abeilles créées par l'humain depuis des centaines d'années, mais ce sont des abeilles domestiques. Les abeilles sauvages, on les voit très peu. Les autres pollinisateurs, on les voit beaucoup. Je m'amuse toujours à photographier et les plantes et les insectes que je croise sur les ruchers. Il y a une sorte de fête des voisins en permanence entre les coccinelles, les mouches, les papillons et nos abeilles qui vont butiner soit les mêmes plantes, soit pas les mêmes. Dans les abeilles sauvages, c'est une très très grande famille. On trouve là-dedans les bourdons, qui sont eux-mêmes une famille très importante, et qui ne sortent pas forcément butiner ou les mêmes plantes ou à des mêmes conditions météo. Le bourdon, il sort à 10 degrés quand l'abeille a besoin de quelques degrés supplémentaires, par exemple. Donc le déclin, on l'observe dans les chiffres qu'on lit dans les publications. Après, comme tout un chacun, on fait beaucoup de routes et on voit effectivement qu'il y a moins d'insectes écrasés sur le pare-brise ou sur les plaques d'immatriculation. Des clients vont nous parler de leur jardin et nous disent qu'ils voient moins d'abeilles ou moins d'insectes dans leurs fleurs. C'est quelque chose qui est assez partagé aujourd'hui et consensuel. Les chiffres, je ne pourrais pas vous les donner malheureusement, mais je ne les connais pas. Le Conservatoire des espaces naturels régionaux nous avait fait une présentation lors d'une assemblée générale il y a quelques années, en citant l'annuaire des abeilles sauvages du nord de la France et de Belgique. C'est un annuaire qui avait été fait au 19e siècle et qui est régulièrement réactualisé. Et effectivement, on a perdu, juste pour parler des abeilles sauvages, plusieurs centaines d'espèces. Alors Emmanuel Leveugle, vous, quel est votre regard au niveau de la Chambre d'agriculture sur ce déclin des insectes et des pollinisateurs ? Eh bien, par rapport, on va dire, à ce déclin, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a une érosion de la biodiversité en général qui a été documentée aussi. On parle avec différents, on va dire, facteurs qu'on peut évoquer aussi. Et après ça, il y a le déclin dedans, on va dire, des pollinisateurs qui est bien entendu, on va dire, à prendre en compte. Donc, au niveau de l'érosion de la biodiversité, on est pratiquement sur les chiffres qui tournent, sont à peu près à 80%, on va dire, d'abandon. Donc ça, c'est quand même assez important, mais il faut donner aussi facteur de pourquoi. Vous avez l'artificialisation des sols, vous avez la perte, on va dire, de surface en ce qui concerne la surexploitation de certaines ressources. Il y a des pertes de bois, donc c'est aussi un moyen de pouvoir, on va dire, protéger, de pouvoir avoir des îlots, on va dire, de sauvegarde. Vous avez les pollutions, que ce soit l'air, l'eau, le sol, mais aussi, on va dire, la pollution lumineuse. On y pense, on en a pensé encore il y a encore quelques années avec les municipalités. Vous avez aussi les bouleversements, on va dire, en ce qui concerne climatique, mais aussi l'introduction d'envahisseurs exotiques, comme le frelon, et Mathieu pourra aussi l'évoquer tout à l'heure sur ces points-là. Mais en ce qui concerne les pollinisateurs, en France, on a moins, on va dire, de baisse de pollinisateurs que dans le monde par rapport à ce que nous sommes déjà au sein de la France avec la protection que l'on fait déjà depuis, on va dire, quelques décennies. Justement, sur ce frelon asiatique, on est allé rencontrer un apiculteur, Raphaël. Oui, tout à fait. Jean-Pierre, qui est agriculteur et apiculteur amateur dans la métropole lilloise et qui va nous parler du sujet dont tout le monde parle en ce moment, le fameux frelon asiatique. C'est un piège à frelon. Vous avez le réservoir de produits dans le bas. Le frelon rentre par ici et ne peut pas ressortir. Et là, je vais vous l'ouvrir très très vite fait parce qu'il y en a deux en perdition. Alors vous voyez, il y en a un, il est décapité, ils se mangent entre eux. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Actuellement, on piège pour attraper ce qu'on appelle les fondatrices. Ici, ça va, le site est pas mal, il n'y a pas de pesticides aux alentours. Mais les frelons, c'est un véritable fléau. Tous les jours en plein été, je venais avec ma raquette pour attraper des frelons. J'en ai tué plus de 1000. J'ai perdu 3 ruches, 3 essaims, à cause du frelon asiatique. Je ne sais pas si c'est le pouvoir public, mais ça n'a pas été pris au sérieux. Je dis, un nid, bon, c'est pas très grave, mais sauf que ça s'est développé de façon vraiment exponentielle. Alors là, on était dans la métropole lilloise chez un apiculteur amateur, Jean-Pierre. Mathieu Hébert, vous êtes un apiculteur professionnel. Est-ce que vous dressez le même constat alarmant concernant cette menace des frelons asiatiques ? Alors non, malheureusement, j'ai pas de réponse toute faite, ferme, définitive. Le frelon asiatique dans le nord de la France, ou le frelon à pattes jaunes, il est présent depuis quelques années seulement. Donc on manque de recul aussi pour observer son état, sa population et les dégâts qu'il cause. Dans le sud de la France, c'est sûr, il est beaucoup plus présent. Et les apiculteurs du sud de la France s'en plaignent depuis un peu plus que nous, et dans des proportions plus importantes également. Le frelon à pattes jaunes, qu'est-ce qu'il fait ? Il est comme un frelon européen, omnivore, il va manger des légumes, il va manger des protéines animales, donc il va tuer des abeilles effectivement pour s'en nourrir. Les hirondelles aussi, très jolies, les mésanges, elles mangent aussi des abeilles. Elles sont des prédateurs aussi. Donc pour l'instant, on cohabite, on apprend,
on regarde. On l'aime pas trop non plus. Effectivement, il stresse les abeilles. On voit le comportement des abeilles devant la planche d'envol lorsque beaucoup de frelons sont Vous avez sont mis des présents. protections Nous, on n'a pas mis de devant les protection ruches, et pas on encore ne piège pas parce qu'on n'en a pas beaucoup. Quand on en voit, on l'écrase, si on peut. Quand on en voit beaucoup, on en écrase 2-3, puis quand il s'énerve, on arrête. Donc ça dépend des territoires en fait. On a le sentiment que finalement c'est assez inégal. Oui, enfin, dans la métropole lilloise, en Flandre ou dans l'Aisne, on a à peu près les mêmes types de populations, quoi. Bon, on l'aime pas, c'est un prédateur, mais on veut pas forcément sa mort. Enfin, et les pièges qu'on voit dans le commerce, ils sont pas toujours, rarement sélectifs, quoi. Donc on va C'est-à-dire tuer que ça des frelons, on ça va piège tuer autre aussi chose. beaucoup d'autres pollinisateurs, quoi. Alors, Pardon, on peut faire le test. Emmanuel Leveugle, alors vous aviez des ruches que vous avez perdues en partie à cause des frelons asiatiques. Quel est votre regard? Est-ce que pour vous, c'est une véritable menace? Alors, comme je disais, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, Raphaël, j'ai été apiculteur amateur. J'avais, on va dire, une dizaine de ruches. Bon, j'ai fait des mauvais gestes, on va dire gestes d'élevage, puisque les abeilles, on va dire, c'est de l'élevage, hein, donc il faut penser au bien-être animal. Et donc, Mathieu le connaît mieux que moi, les différentes méthodes qu'il faut pour pouvoir employer. Par contre, ce que j'ai eu, on va dire, c'est la fin, ça a été le frelon asiatique qui s'est développé, puisque je suis juste à côté de bois. Et même, on va dire, même depuis que j'ai arrêté depuis à peu près 3 ans d'avoir ces ruches, parce qu'on a un petit développement, malheureusement, des bois de 1000 hectares, des bosquets. Et le problème, c'est de pouvoir déterminer là où se trouve le frelon et de pouvoir, on va dire, opérer sur le sujet. Rien que l'année dernière, j'ai dû faire intervenir une entreprise de nuisibles pour lequel les frelons sont venus 3 fois dans ma ferme. Et on a entendu Jean-Pierre qui disait que pour lui, les pouvoirs publics n'avaient pas pris la mesure du problème. Est-ce que vous êtes d'accord? Les pouvoirs publics ne peuvent pas être tout partout. Moi, un cas tel que j'ai eu, comme j'ai dit, par rapport à ce que j'ai eu sur la ferme, j'ai posé la question directement au maire. Le maire m'a dit, appelle, on va dire, les pompiers. Les pompiers m'ont dit, on s'occupe que des administrations, ce qui est normal. Les administrations, les écoles. Après ça, c'est à vous d'opérer vous-même. Donc, c'est une affaire de tous. C'est une affaire déjà de pouvoir détecter où se trouve et d'intervenir et de faire remonter à la collectivité, puisqu'on n'a pas forcément toujours les moyens. Mais c'est une affaire de tous. Tout le monde doit, on va dire, œuvrer pour avoir limité, que je suis d'accord avec Mathieu, il ne faut pas détruire, mais il faut limiter l'impact, on va dire, sur le milieu, puisque là, pour Mathieu, il y a un impact sur ses ruches, mais il y a aussi un impact sur les autres pollinisateurs, comme je vous ai dit au tout début, puisqu'il y a aussi, tu as parlé des bourdons, mais il y a aussi les andrènes. Les andrènes sont, on va dire, dans le sol, c'est des petites abeilles de sol. Moi, j'en ai dans la ferme. Ça peut être aussi, on va dire, les abeilles sauvages. Donc voilà, il y a aussi un impact à toutes ces latitudes. Et parmi les moyens novateurs, vous accompagnez une start-up qui s'appelle Beware. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez expliquer ce que c'est? Déjà, comme je dis, aussi une affaire de tous, c'est de pouvoir connaître et la connaissance. Donc à la Fondation Avril, en ce moment, il y a on va dire un grand concours national avec différentes écoles d'ingénieurs qui recherchent, on va dire, ça soit la Sorbonne, l'agriculture ou même l'informatique. Et là, on va dire, un Beware, une petite start-up, donc j'en fais un petit peu la promotion, même si on attend, on va dire, s'ils vont être élus ou pas dans le top final comme lauréat, mais nous verrons, on va dire, mais au moins de leur donner un petit coup de pouce, puisque le but, c'est à partir de drones, de pouvoir suivre, on va dire, les frelons asiatiques qui ont été détectés jusqu'à leur nid. Donc après ça, on peut prendre le relais, mais c'est surtout la connaissance, savoir où. On ne dit pas de détruire, mais par exemple, le bois qui est derrière moi, il y en avait plein. Mathieu Hébert, on parle beaucoup du frelon asiatique, ce plan du gouvernement. Mais vous, au final, qu'est-ce qui vous dérange le plus aujourd'hui dans la gestion des abeilles, hein? Ce qui me dérange dans le discours déjà, c'est que faire une fixette sur le frelon, c'est oublier le reste. Et Emmanuel parlait des gestes apicoles. Le plus grand prédateur, c'est un acarien qui s'appelle le varroa, V-A-2-R-O-A, c'est pas l'habitant du Var, qui se voit à l'œil nu, hein, qui est un peu comme la tique chez les chiens et les chats et qui vient provoquer beaucoup de maladies dans les colonies. Et cette menace n'est pas toujours bien prise en compte par des apiculteurs amateurs qui disent c'est le frelon, c'est les pesticides, c'est mon voisin, c'est machin. La mortalité des abeilles, elle est multifactorielle et le varroa compte pour beaucoup.
Je disais tout à l'heure qu'on ne piégeait pas. Nous, des collègues piègent. Hein. Je n'ai pas de religion en la matière. J'ai pas de vérité. Voilà. Mais chez nous, on ne fait pas. Voilà. Le gros problème, c'est le varroa, surtout. Pour vous, par exemple, c'est le varroa. Oui. Comment faites-vous face à ce problème? C'est des médicaments ou des... Oui. Alors, comme le frelon à pattes jaunes, c'est quelque chose d'assez nouveau. Les anciens ne connaissaient pas le varroa. Hein. Avant les années 80, on ne traitait pas contre cet acarien. Et puis progressivement, il s'est très développé. Il vient d'Asie aussi. Là-bas, les abeilles cohabitent assez facilement avec. Chez nous, comme c'est assez soudain, les espèces d'abeilles domestiques n'ont pas encore réussi à cohabiter et à passer le cap de cette, non pas de cette prédation, mais de cette menace, ce bioagresseur. Donc on traite effectivement. Alors il y a plusieurs traitements qui sont autorisés, donc soit à base d'acide oxalique, acide formique, donc c'est des molécules d'origine organique qu'on peut utiliser en agriculture biologique par exemple, ou des molécules de synthèse comme la mitrase par exemple. Nous on utilise une combinaison des deux. On n'est pas en bio, mais on tend à se rapprocher de ça. On aime beaucoup le cahier des charges bio dans ce domaine. Et on couple ça avec des méthodes de surveillance, donc du retrait de couvain, pour parler technique par exemple. Le varroa se loge dans les alvéoles dans lesquelles sont situées les larves, le couvain. Donc on peut retirer des cadres de couvain pour extraire pour réduire la pression du varroa. En fait, il est toujours présent. Maintenant, c'est un parasite naturel. Il habite la ruche. Et donc ça affaiblit quand même les ruches. Ça affaiblit considérablement les ruches. La principale cause de mortalité, c'est ça. On se retrouve des fois avec des colonies en fin de saison. Donc fin de saison, c'est à l'été. Avant de préparer l'hivernage, c'est le mois d'août, l'automne, avec des colonies qui paraissent formidables et qui, avant les visites de printemps en plein hiver, se sont complètement effondrées. Et puis une abeille dedans. Et donc, si on n'a pas surveillé son travail, si on n'a pas vu les signes du varroa, des abeilles dézélées, des abeilles, un couvain qui est lacunaire, qui est pas régulier, on peut passer à côté. Et là, le frelon, il vient finir le boulot, il vient consommer les ressources ou les abeilles d'une ruche, d'une colonie affaiblie. Et on continue à parler des abeilles dans les Hauts-de-France avec Emmanuel Leveugle, le président de la commission environnement à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, et Mathieu Hébert, apiculteur professionnel près de Bergues. Emmanuel Leveugle, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Mathieu Hébert? Oui, tout à fait. Mathieu, on va dire, est un professionnel. Il connaît excellemment bien son métier. Et ce que je voulais, on va dire, faire comprendre aux éditeurs, c'est qu'est-ce que c'est que le varroa. Imaginez, on va dire, une petite araignée rouge qui est, on va dire, sur le dos de l'abeille, donc dans votre dos, et qui est un petit vampire. C'est ça qu'il faut bien s'imaginer. C'est un peu ragoûtant, mais au moins ça explique bien, on va dire, la problématique. Alors on a parlé des frelons asiatiques, enfin des frelons à pattes jaunes, on a parlé du varroa. Il faut également parler du problème des pesticides, hein, même si c'est un sujet qui fâche, car d'après l'ONU, les abeilles pâtissent des productions agricoles intensives, du grignotage des terres agricoles ou encore du recours aux pesticides. Raphaël, il y a aussi le problème de la loi du plomb 2. Oui, il a beaucoup été question du sujet de la fragilité des abeilles face aux pesticides à ce propos. Donc rappelons que la loi du plomb, l'idée est de permettre à titre dérogatoire le retour de l'acétamipride, un néonicotinoïde qui est très utile dans plusieurs cultures, notamment celle de la betterave dans la région. Le sénateur Duplomb pousse actuellement pour qu'elle soit intégrée dans la loi d'urgence agricole en débat au Parlement. Verdict le 2 juin prochain. Alors Mathieu Hébert, quel est votre regard sur l'utilisation des pesticides, leur responsabilité dans le déclin des abeilles ou pas du tout? La responsabilité des pesticides sur la biodiversité, elle est déjà avérée, il n'y a pas à discuter là-dessus. On peut toujours discuter des taux, de la rémanence, c'est un fait. Encore une fois, moi je ne suis pas scientifique et je m'appuie sur les publications scientifiques pour le dire. Pendant longtemps, nous qui sommes dans les Hauts-de-France, on était sollicités par les apiculteurs d'autres régions qui disaient « Vous, les apiculteurs de la betterave, dites que c'est pas bien, les néonicotinoïdes et tout ça ». Et on était toujours embêtés parce que, factuellement, on observait, en tout cas dans les adhérents des apiculteurs professionnels du nord de la France, très peu, ou voire pas du tout, de mortalité sur betterave. La betterave, c'est pas une plante qui produit du nectar, c'est pas une plante que visitent les abeilles. Par contre, elles sont cultivées parfois sur des parcelles sur lesquelles l'année précédente, il y a eu du colza qui a été traité, et on retrouve des traces dans le sol. Les effets de l'acétamipride sur les pollinisateurs et sur l'abeille, des problèmes d'orientation par exemple, ça c'est déjà montré par des études. J'ai oublié mon fil du coup, je suis perdu. Non, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que tout est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut s'imaginer. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas des méchants et des gentils, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est Emmanuel plus complexe que ça. Leveugle, quelle est votre réaction justement? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs aujourd'hui sur ce sujet?
Quelle question exactement vous voulez reposer pour Alors, que, voilà. mettons un auditeur qui se dirait tout simplement pesticides égale mortalité des abeilles. Pourquoi ne pas interdire les pesticides? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Eh bien, je vais faire une réponse et une petite provocation. Donc vous allez, on va dire en rire. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà les pesticides. Qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, des produits agropharmaceutiques qui ont déjà été homologués avec des AMM, des autorisations comme pour les médicaments, donc validés par l'EFSA, donc l'Europe, et par l'ANSES. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a différentes classes. Les insecticides, les fongicides et les herbicides. Et c'est vrai que les insecticides ont un impact, on va dire, sur, bien entendu, les insectes. Donc il y en a certains qui sont dirigeants et d'autres qui ne sont pas, on va dire, dirigeants, enfin sélectifs, pour employer les bons mots. De plus en plus, on emploie de moins en moins, on va dire, d'insecticides, on évoquera tout à l'heure les pistes. Il y a de plus en plus de l'agroécologie qui se met en place. Les nouvelles générations d'agriculteurs sont sensibilisées avec l'indice de régénération. Donc, il y a cet ensemble de choses qui fait qu'on est en train de moins en moins d'exploiter. Et moi, par exemple, sur mon exploitation, les insecticides, rien qu'en, par exemple, je fais des betteraves, du colza, de la lentille depuis peu. Sur le colza, je ne mets pas d'insecticide au printemps. Pourquoi? Parce que dans une classe des pollinisateurs qu'on a oublié de dire, il y a aussi des ravageurs. Vous me dites des ravageurs. Oui, c'est-à-dire que vous avez les méligètes, à un moment donné, quand vous avez la fleur qui va bientôt arriver, les beaux spectacles jaunes, on va dire, de colza, vous avez à un moment donné la méligète qui va arriver et qui va essayer puisque c'est un dévoreur de pollen, de colza, il est complètement fou. Donc il va prendre sa petite foreuse, il va rentrer pour aller manger, on va dire, le pollen. Et donc, mais après, une fois que la fleur s'épanouit, il n'a plus besoin de forêt, donc il ne détruit pas le pistil. Il va, on va dire, pouvoir rentrer. Donc il devient de ce fait un pollinisateur. Donc c'est un ravageur qui devient pollinisateur. Et ce que je fais au printemps, c'est que je n'emploie pas d'insecticides. Pourquoi? Mais par contre, j'emploie des plantes qui sont pièges à méligètes. C'est-à-dire, dans ma culture de colza, je mets à peu près 10% de graines de colza qui vont permettre d'avoir une floraison qui est, on va dire, totalement, on va dire, beaucoup plus précoce. Et la petite provocation, allez-y. La petite provocation, c'est, on parle des insecticides, mais par contre, en ce moment, on parle beaucoup de moustiques, et là, on envoie à profusion les mêmes types d'insecticides, comme des pyrètres naturels ou pyrètres de synthèse, on va dire, pour pouvoir tuer les moustiques. Et là, on tue aussi la biodiversité, mais pas forcément les pollinisateurs, comme j'ai dit, toute la classe de la biodiversité. Mais on voit que les pratiques agricoles évoluent, mais c'est vrai que le retour de ce fameux projet de loi du plomb 2 interpelle quand même. Oui, s'il faut donner une réponse claire, oui, moi ça me plaît pas. À titre personnel, ça me plaît pas. Et ça me plaît pas non plus sur la tonalité du débat. Qu'on polarise, qu'on cristallise. Alors je vois que ce projet qui est en cours d'examen en ce moment au Parlement, il est un peu fourre-tout. J'ai pas pris le temps de l'analyser précisément pour être honnête, mais je vois qu'on travaille dans différentes directions. En gros, on a voulu dans un premier temps avec Duplon calmer la colère de la coordination rurale et de la FEDEA avant les élections à la Chambre. Maintenant, il y a un petit peu d'urgence. Il faut donner des gages, on est sur des aspects de souveraineté alimentaire, enfin sur des aspects très économiques, et je pense que l'aspect santé publique ou respect de la biodiversité ou sauvegarde de la biodiversité, il passe un peu au deuxième plan, et c'est dommage. En fait, quand on parle d'aménagement du territoire ou de santé publique, on considère normal que chacun puisse donner une opinion. Quand on parle de souveraineté alimentaire, certaines voix disent ça doit être seulement les agriculteurs qui donnent leur point de vue. Et pourquoi donc? Et les agriculteurs, c'est une famille très très variée, exactement. Enfin, les médecins, les riverains, les collectivités pourraient avoir leur mot à dire. Et on pourrait débattre de tout ça de manière complètement apaisée, comme on le fait dans ce studio. En tout cas, ça va être débattu au niveau du Parlement. Alors, on a vu que les pratiques agricoles évoluent. On s'est intéressé aussi à ce que font les collectivités, Raphaël. Oui, tout à fait, parce qu'on a beaucoup parlé du problème des habitats pour les abeilles, donc c'est-à-dire les lieux propices à leur développement. Et le département du Pas-de-Calais fait partie d'un programme novateur européen baptisé Interreg, Polyconnect. Alors c'est un budget de 7 millions d'euros pour expérimenter des solutions nouvelles pour aider les abeilles. On va écouter Emmanuelle Leveugle. Alors oui, elle porte le même nom que vous, mais elle s'intéresse aussi aux abeilles. Elle est conseillère départementale du Pas-de-Calais, adjointe à Beuvry, et elle nous explique donc l'action menée par le département du Pas-de-Calais. Il y a 100 ans, cette continuité d'habitat, elle était faite par les champs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je dirais que ça, c'est un problème à travailler au niveau des agriculteurs. Donc nous,
on a pris ce parti-là en disant on va s'occuper de tout le reste. Il reste quand même un tissu départemental de voirie important, 6400 km de voirie dans le département du Pas-de-Calais, avec des à côté. On a fait ces plantations, ce qu'on appelle des semi-fleuris. On teste également d'autres manières de faucher. C'est ce qu'on appelle la fauche en sinus. Ça a été expérimenté par l'Université de Gand. Et là, dans le cadre du projet Polyconnect, on l'expérimente à une plus grande échelle. Donc le suivi, il est de 2 types. Un suivi traditionnel au filet. Et on a également un deuxième type de suivi qui là est une nouveauté. C'est par une caméra reliée à une intelligence artificielle. Cet interreg, si les résultats sont bons, on compte bien l'appliquer au maximum des territoires qui nous appartiennent et essayer d'essaimer ces pratiques vers les autres collectivités, les intercos et aussi les habitants. Alors, quel retour pouvez-vous faire sur ce genre d'initiative qui est complémentaire à l'annonce du gouvernement et ses 3 millions d'euros pour lutter contre la menace du frelon à pattes jaunes. Là, ce sont des collectivités qui se prennent en main. Est-ce que c'est vraiment une goutte d'eau dans le problème ou vraiment ça peut aussi contribuer à la protection des abeilles ? Toutes les gouttes d'eau sont intéressantes, voilà, ça y contribuera. On a dans le passé un schéma de trame verte et bleue qui a été dézingué un peu plus tard, en gros qui consistait à créer des corridors de biodiversité à l'échelle de la région. C'est des idées comme celle-ci que reprend Emmanuel Leveugle qui vient de s'exprimer. C'est des super idées. Avant, on avait payé des agriculteurs pour qu'ils arrachent des haies, maintenant on les paye pour qu'ils en replantent, on trouve ça super. On développe des pratiques d'agroforesterie ou d'agroécologie, comme le disait Emmanuel tout à l'heure. Super, tout ça c'est des super initiatives. La biodiversité, les pollinisateurs et les abeilles en particulier, elles ont besoin et de ressources et d'une santé de qualité. Les ressources, c'est les plantes. Donc à chaque fois qu'on crée un lotissement, qu'on crée une zone commerciale avec des boîtes à chaussures en guise d'entrepôt, on en détruit une partie, ça c'est clair. En parlant de lotissement, on peut aussi réfléchir au niveau des particuliers. Qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui pour contribuer à la protection des abeilles ? Emmanuel Leveugle J'ai plusieurs idées. L'habitant, il est consommateur. Il va signer une pétition pour le bien-être animal et il va acheter des œufs en cage parce que c'est pas cher. Il fait quoi ? Il réfléchit à ses pratiques. Le budget, il n'est pas illimité. Effectivement, on ne peut pas demander à tout le monde d'acheter des produits très chers et tout ça. Le produit très sain, il n'est pas forcément le plus cher. Pour ce qui concerne le miel, acheter du miel à un producteur local, identifié, pas un margoulin, parce qu'il y en a aussi, c'est intéressant. C'est valable pour le miel, c'est valable pour d'autres producteurs. Les pommes de terre qui valent rien aujourd'hui sur les cotations, elles sont encore en vente chez les agriculteurs qui en produisent. Emmanuel Leveugle, à propos des frelons asiatiques, vous disiez aussi que c'est l'affaire de tous. Effectivement, un particulier qui enlève une haie pour mettre une clôture, ça peut aussi avoir une incidence. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de travailler avec le guichet unique de la haie, puisqu'il y avait des revendications qui fait que, par rapport à la haie, pour répondre aussi à Emmanuel Leveugle au féminin, ma collègue, de pouvoir expliquer que avec ces haies, le souci, c'est qu'un agriculteur dans une génération, va déterminer à un endroit, je vais mettre une haie, autant à 1 km, 2 km, pas de problème. Et puis, on va dire 2-3 générations plus tard, il va devoir ouvrir la haie. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir des problèmes, parce que de plus en plus, il ne faut plus toucher les haies. Et comment on fait à ce moment-là pour déplacer, pour qu'il puisse faire son bâtiment, qui est un bâtiment d'élevage, parce qu'on a aussi besoin d'élevage, on a besoin de poulets, vous avez vu les demandes qu'il y a. Faire de l'élevage aussi, c'est permettre aussi le végétal avec l'animal. Donc, par rapport aux haies, on est en train d'avoir une grande, on va dire, le guichet unique de la haie permet d'harmoniser et d'avoir un seul fil, puisqu'il y a 14 réglementations de la haie. Et donc, pour un agriculteur, c'est effarant. Donc, avec ce guichet unique de la haie qui est en train de travailler, qui est long, c'est d'essayer de redonner de la confiance sur le sujet, sachant qu'on a quand même plus de 500 km de haies dans le Nord-Pas-de-Calais qui sont faits chaque année, de plus, avec plus de 350 agriculteurs des Hauts-de-France qui s'y relancent. Donc, il y a un intérêt, parce que dans le plan agroécologie, il y a aussi la haie. Eh bien, c'est la fin de cette émission. C'est passé très vite. Fin de Comme une planète, dédiée à l'actualité écologique des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, émission spéciale La Voix du Nord RCF consacrée aux abeilles. Un grand merci à nos invités. Emmanuel Leveugle, président de la commission environnement à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Mathieu Hébert, apiculteur professionnel près de Bergues. On peut vous retrouver le 14 juin, un dimanche à la ferme, c'est ça ? En Scott, tout près de la frontière belge.
Oui, les abeilles, on les qualifie de sentinelles car elles sont un miroir de l'état de la biodiversité, mais les abeilles sont aussi un miroir, on le voit bien à l'issue de cette demi-heure de débat, de la complexité de notre monde, l'agriculture interdépendante des flux économiques mondiaux, le varroa, le frelon asiatique qui était inconnu sur nos terres et qui se développe. En ce sens, l'abeille dit aussi la fragilité de notre monde due à la mondialisation. À l'inverse, œuvrer à sa protection et son développement, c'est contribuer à maintenir un écosystème au service du vivant. Merci beaucoup Raphaël, merci à tous. Et cette émission est à retrouver dès maintenant en podcast sur rcf.fr et dans les pages régions de La Voix du Nord.